Chers amis, bonsoir. Je suis très heureux de vous retrouver au Centre culturel et sportif du Collège. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas revu ici. On a l'impression ce soir que la vie revient au Collège, comme elle revient peut-être petit à petit au pays. Je suis très heureux d'être entouré et de l'auteur de ce livre qui sera quand même le sujet ce soir et du maître Ziad Baroud, le président de la commission sur la décentralisation. Je tiens à préciser d'emblée que moi je ne suis pas du tout expert. J'ai été invité par hasard, peut-être parce que je suis le recteur du collège. Je vais parler et réagir comme un Libanais lambda qui a une petite idée sur la décentralisation, parce que je lis un peu autour de cette question, j'entends un tout petit peu les débats dans le pays, et je me limite, ou je vais essayer quand même de me limiter à mon rôle comme un éducateur dans ce pays qui s'occupe de la cause, je dirais, de la jeunesse et de l'éducation au Liban. Merci d'être ici, merci de votre présence. Je tiens à dire qu'il y a eu beaucoup de demandes pour assister ce soir à cette soirée, à cette réunion. Je suis un peu étonné je dirais, de l'intérêt que notre public, le public du collège et au-delà du collège, porte à ce sujet. C'est un indicateur quand même important. Nous avons commencé cette année avec une soirée autour d'un livre important sur la guerre du Liban de Dima de Clercq. C'est un sujet qui a quand même retenu l'attention du monde académique. Ce soir, on va parler de la décentralisation, un thème chaud, je dirais. Dans quelques semaines, peut-être dans 2-3 semaines, on va parler encore d'un thème encore plus chaud, qui est la question de la République libanaise fédérale. Il y a un projet qui se prépare par un groupe d'élèves, anciens élèves de Jamour, autour de cette question. Bien sûr, ça va sans dire que le collège n'adopte ni l'un ni l'autre des points de vue. On est là pour débattre des idées, on est là pour réfléchir ensemble, et j'aime bien dire on est là pour réfléchir à froid, ce qui n'est pas le fort de notre culture et de notre pays. Souvent, au Liban, on est dans la réaction. Mais ce soir, on parle entre amis, des gens de la même communauté. On va essayer de trouver quelques idées utiles à notre avenir et j'espère que la soirée sera riche en ces idées. Le livre, je l'ai lu, c'est un livre, je vous encourage, c'est un livre très facile à lire, surtout la partie historique, vraiment ça se lit facilement. J'ai bien aimé la question, ce passage des Ma'an, en passant par les Shab, les Qa'im Maqamiyatain, Al-Mutasarrifiyya, le mandat français, le Grand Liban. Et bien sûr, moi je suis l'enfant de la guerre, je m'intéresse à la question de Taïf. Je me suis arrêté sur ce que vous avez écrit sur le Taïf. Bien sûr, le livre propose une solution. On peut discuter ce soir avec l'auteur. Il considère que le Liban a besoin d'une révolution institutionnelle. Et j'aimerais bien commencer par une petite provocation. Comment une institution peut être en révolution? Une institution, c'est quelque chose de stable. C'est quelque chose presque de figé. Et vous nous invitez à une révolution, pas une évolution, ni à une métamorphose, mais une révolution, c'est-à-dire un chamboulement. Comment vous pouvez tenir dans une même phrase ces deux concepts? Ça serait intéressant d'entendre l'avis de l'auteur. La décentralisation est un sujet d'actualité, comme je viens de dire, c'est un sujet qui intéresse. Après tout, la décentralisation est une idée. Il nous manque l'action, il nous manque après l'action la réalisation, après la réalisation la réussite et finalement la réussite dans le temps. C'est-à-dire le chemin reste long à parcourir. Ce n'est qu'un début et on espère que ces débuts qu'ils soient vraiment bénis et qu'ils soient un début pour notre communauté, pour notre pays, qui soit un début qui promet à la jeunesse du Liban, à nos élèves et à tous les élèves du Liban. Merci de votre attention et merci de votre présence. الأوطان أنهار جارفة على طريق النضوج والتطور. بلبنان قليل الأزمنة اللي كان خلالها اللبناني مواطن
على مر العصور نخلت الثقافة الإقطاعية نسيج العلاقة بين الحاكم والمحكوم، وتم تكريس طبقة سياسية سيطرت على موارد الدولة باسم الطوائف فسرقت تشتري وتحكم طويلا. بيبقى السؤال: ما قيمة صوت المواطن خلال كل هالسنين؟ وشو فعالية التصويت إذا السياسة استغلال مش إدمان وزبائنية مش تحرر؟ اللي زاد الطين بلة هو الممارسة الإدارية والدستورية بعد الطائف على خلفية توزيع الصلاحيات على 3 رؤساء، فضاعت المسؤوليات وبنيت هيكلية الدولة على الذمية والطائفية وليس على الكفاءة، وهيدا ورد أجيالنا 90 مليار دولار دين. شو هي مشاكل النظام المركزي؟ بيروقراطية معقدة، احتكار الموارد الوطنية بمجلس الوزراء، تضارب المصالح والفساد المستشري. بالنفايات مثلا، نحن نحو محاصصة اقترحت حل مكلف وغير مستدام، ما بنينا المعامل ودفعنا على البواخر ثمن باهظ. غيرنا البلديات عن الحل واعتمدنا سياسة المحارق الموزعة مناطقيا وطائفيا على ظهر البيئة. بالمي، رحنا على السدود بوقت المياه الجوفية وغيرها من الحلول كانت قادرة تكون بديلة. كل الخدمات الإدارية اليومية بعيدة ومعقدة بالنسبة للمواطن. الوقت ما له قيمة بلبنان بظل نظام مركزي مهترئ. مع اللامركزية بينتقل لبنان إلى منظومة مؤسساتية إدارية جديدة، ولكن وحدة ما بتكفي، يجب إقرارنا بتعديلات دستورية كمان تشكيل الحكومة ومعايير تأليفها، كانتخاب رئيس للجمهورية أو شروط انعقاد مجلس النيابة، كالحياد الإيجابي والفعال وتعزيز مبدأ فصل السلطات. ولهيك التغيير الحقيقي ببلش بثورة مؤسساتية حقيقية تعمل بلبنان إلى منظومة مؤسساتية وإدارية منتجة ومرنة بخدمة المواطن والإنسان. Bonsoir, Révérend Père, Excellences, Mesdames, Messieurs. Le système politique libanais est profondément remis en cause par les citoyens. L'homme d'affaires Hekmat Abou Zeid est l'un d'entre eux. Il plaide pour une refonte du mécanisme de gouvernance dans son ouvrage intitulé « La révolution institutionnelle au Liban », publié par la librairie Antoine, avec une préface signée par Maître Ziad Baroud, ministre de l'Intérieur et des municipalités de 2008 à 2011 et président de la commission portant un projet de décentralisation innovant en 2014. La révolution institutionnelle au Liban trouve un écho positif. L'essai de droit administratif figure dans les bibliothèques parisiennes de la Sorbonne, de Bulac, de l'Institut du monde arabe et de Matignon. Bravo. Le pamphlet, structuré en 4 parties, dénonce le système actuel et propose des pistes claires pour améliorer la vie quotidienne en plaçant les notions d'intérêt général et de service public au centre du débat. Le constat de l'auteur est tiré de sa formation de juriste et de son expérience dans la finance. Sa réflexion s'appuie sur les arcanes de l'histoire. Au Liban, la notion d'appartenance à la patrie semble floue. Dans l'évolution de l'administration libanaise, l'émirat est une séquence historique du Mont-Liban, formant l'embryon de la nation libanaise, dominée par une administration ottomane qui exerce son pouvoir via des familles issues de 2 principales communautés du Mont-Liban, les Druzes et les Maronites. Les taxes sont prélevées et remises à la Sublime Porte, siège du gouvernement de l'Empire ottoman, moyennant une commission retenue par l'émirat pour ses dépenses locales. Depuis toujours, la région est multiconfessionnelle. Le clan Chehab règne de 1997 à 1841 et succède au clan Druze. Béchir Ier est sunnite. L'un de ses successeurs, Béchir II, est maronite. Ce soir, notre conversation traitera d'un format de gouvernance fondé sur un contrat social, liant le citoyen à l'État. Voyons ensemble quels sont les défis. Révérend Père,
L'institution religieuse peut-elle suppléer à l'immoralité régnant en politique? D'abord, je dois préciser que la question de l'immoralité n'est pas liée seulement au monde politique, à mon avis. Et là, peut-être, c'est un sujet de débat, un long débat entre nous. L'immoralité qu'on est en train de soulever par rapport au système politique, à l'administration, à la politique, à l'exercice de la politique au Liban est un problème de culture. À mon avis, c'est un problème de peuple. Et là, mon approche, je réagis comme éducateur. L'immoralité, ou si vous voulez, la corruption qu'on a beaucoup soulevé les derniers temps dans le monde politique, est un aspect qui touche vraiment tous les aspects de notre vie. Alors, quand on va parler d'une manière précise de la politique, est-ce que le religieux ou l'institution religieuse peut suppléer au monde, vous dites à l'immoralité de la politique ou du monde politique? Cette question est dangereuse. Et je vais vous dire pourquoi. Peut-être l'institution religieuse ou le religieux peut apporter quelque chose à la politique, peut soutenir la politique, à la limite peut être la conscience de la politique, mais le religieux ne peut jamais remplacer la politique, parce que cette tentation est dangereuse. On a vu beaucoup d'exemples dans l'histoire, ce n'est pas la peine de parler de l'histoire de l'Europe, on peut penser à l'histoire proche, au Proche-Orient et au-delà du Proche-Orient, je ne crois pas. Mais deuxième volet dans cette question, pour que le religieux puisse apporter vraiment quelque chose de positif à la politique qui est en difficulté ou dans une situation, si vous voulez, d'immoralité, il faudrait que l'institution religieuse elle-même, qu'elle soit d'une certaine manière exempte de l'immoralité. Et là, c'est un chapitre encore plus compliqué. Je pense beaucoup à des hommes de religion, comme on dit, Geldine au Liban, qui prennent la parole pour prêcher au monde politique ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, comment on peut être national, patriotique, comment on peut lutter contre la corruption. Mais ils ne font pas l'effort de se poser à eux-mêmes ce genre de questions. Je pense que les institutions religieuses au Liban ont, comme l'État libanais, besoin de ce phénomène d'épuration et ce phénomène, je dirais, de remise en question pour que les institutions religieuses et la religion puissent jouer son rôle ou le rôle qu'elle peut théoriquement jouer. Maître Ziad Baroud, après avoir été ministre de l'Intérieur et des municipalités de 2008 à 2011, vous présentez en 2014 une proposition de loi connue sous le nom « Projet de la Commission Baroud ». Le volet politique de votre étude ménage notamment les identités spécifiques locales quant au statut de candidat au conseil d'administration que vous préconisez dans chaque CASA. La République, ce bien commun aux hommes, implique-t-elle la séparation de l'État et des églises pour vous? Écoutez, d'abord, la République à laquelle vous faites allusion n'est pas la nôtre. Elle est loin d'être la nôtre. C'est plutôt la République du régime concordataire. C'est bon? Je disais que bon, on est habitué à être sans électricité, là ça va mieux. Donc je disais que la République dont vous parlez n'est pas la nôtre. Elle est celle du régime concordataire de Bonaparte, établi sous le consulat au début du XIXe siècle. Et c'est ce régime qui régissait les relations entre l'État et les églises, parce que c'était 4 églises. Bon, la loi de 1905 est venue instaurer la France laïque. La calotte, si vous permettez, mon père est devenu dans la sphère privée, elle n'est plus dans la sphère, il n'y a plus de confusion. Mais non sans quelques récalcitrances, contestations, oppositions, c'était pas donc facile. Dans notre République, les choses sont différentes. Nos identités sont
pour reprendre le grand Amin Malouf, meurtrières. Qu'elles soient locales ou nationales, peu importe, elles sont meurtrières fortement confessionnelles et sectaires. On se rappelle tous des mémoires de guerre, ou plutôt des guerres de mémoire aussi. À titre d'exemple, et pour ne citer que lui, où placer Youssef Bekaram dans la mythologie de l'identité? Nos identités sont effectivement meurtrières. Mais pour revenir à votre question, au Liban, à la place de la séparation, il y a une confusion totale, mais vraiment totale, entre les deux institutions. Et quand je dis Église, je dis bien toute communauté confondue. C'est pas que les églises, donc les chrétiens, mais c'est aussi toute cette diversité, toute forme de mosaïque que connaît le Liban. Et donc, comment? Parce que la consécration réelle de cette confusion s'est faite dans la Constitution d'abord. Ensuite, 10 ans après, la Constitution de 1926, 10 ans après, le haut-commissaire français, le fameux arrêté 60 LR, qui a énuméré les communautés historiquement reconnues. Mais j'aime à préciser et à mentionner aussi que ce même arrêté a ajouté la communauté de droit commun. Donc, en plus des communautés religieuses historiquement reconnues, la loi, parce que c'est une loi, prend compte aussi de cette dimension entre guillemets laïque, en précisant qu'il y a aussi une communauté de droit commun. Donc nos identités, c'est à la fois des identités nationales, des identités religieuses, des identités culturelles dont le père recteur parlait. Donc c'est tout ça à la fois, une combinaison qui n'est pas problématique en soi. C'est plutôt la gestion, et peut-être on en reparlera plus tard, c'est la gestion de ce pluralisme qui pose problème. C'est pas la diversité en soi, c'est comment gérer cette diversité. Tous les pays du monde vont aller vers une diversité tout à fait évidente. Le monde devient beaucoup plus ouvert. Et certains pays, et non des moindres, nous ont déjà dépassés dans le sens de la gestion du pluralisme ethnique, culturel, linguistique même. Donc le problème n'est pas au niveau du pluralisme, moi je le mets surtout au niveau de la gestion à la fois constitutionnelle, politique, mais aussi culturelle de cette diversité. Hekmat Abouzed, ma prochaine question est pour vous. Hekmat a été très malade, il recouvre sa voix, donc il vous prie de bien vouloir l'excuser. Hekmat, comment gouverner de nos jours en prenant en compte notre mosaïque confessionnelle et peut-être aussi une réponse au révérend père concernant le titre de votre ouvrage? Bon, je commence à répondre à la provocation. Amicale, bien évidemment. J'ai bien mis le mot en blanc parce que je ne crois pas au sang. Donc la révolution, pour moi, c'est toute mutation et tout changement. Donc c'est plutôt évolution. J'ai employé le terme révolution parce qu'on était dans un temps de révolution, donc ça c'est un. Et quand on parle de révolution, quand j'ai décidé d'employer ce terme, c'est pour vraiment insister sur la grande différence à mes yeux que le passage à une décentralisation administrative pourrait donner aux citoyens. Donc voilà, c'était la dimension du changement qui a fait que j'ai employé révolution et non pas évolution. Maintenant, pour revenir à votre question, Randa. Donc vous avez dit gouverner et mosaïque. Donc généralement, on pense que c'est impossible. En fait, rien n'est impossible. À mes yeux, il y a deux niveaux de gouvernance. Il y a la gouvernance politique, qui est plutôt constitutionnelle, qui vient en général donner une forme à l'État. Donc cette forme-là, c'était la formule libanaise, donc en 1945.
C'était un compromis politique entre les arabisants qui voulaient la Grande Syrie et les autres qui voulaient un Liban indépendant en refusant bien évidemment la colonisation française. Et ce compromis politique a consacré effectivement la forme de l'État du Liban, cette démocratie rare qui n'existe nulle part ailleurs dans la région. C'est toujours le cas d'ailleurs. Et donc je distingue ce niveau de gouvernance avec un autre niveau qui est plutôt administratif, qui a un autre objectif, moins philosophique, plutôt conjoncturel, et qui touche au quotidien des Libanais. Et c'est effectivement le droit administratif et al-manzoum et al-idari. Il faut rappeler que la formule libanaise a institué la Première République et qui a été influencée par le jacobinisme à la française. Parce qu'on a hérité tout cela des Français. Et le jacobinisme, qui dit jacobinisme, dit centralité de pouvoir, dit centralisation. Sauf qu'à l'époque, on vivait dans un régime présidentiel où la tête de pyramide avait le pouvoir de changer les choses. Je donne toujours l'exemple d'une centaine de décrets-lois que Amin Jmaïl avait promulgués en une semaine. Je pense plutôt aussi à l'expérience chihabiste, là où l'aménagement territorial a été possible en quelques années. Donc, tête de pyramide, régime présidentiel avec centralité de pouvoir n'était pas si mal. Le grand problème est venu après, je pense qu'on va élaborer tout cela plus tard. Donc, pour finir, le Libanais a la chance de vivre dans une belle formule qui englobe toutes les différences culturelles. On a 18 communautés. Il est temps aujourd'hui de trouver le mode de gouvernance adéquat pour un quotidien digne de ce mot. 19. Et voilà. La deuxième partie de la révolution institutionnelle au Liban poursuit l'exploration historique. Les accords de Taïf énoncent la décentralisation administrative pour garantir l'équité et la redistribution des ressources. Hekmat Abou Zeid, en quoi la paix imposée par cette situation de fait consacre-t-elle l'assise de l'oligarchie politico-financière ? Ben exactement, cette question complète la première. Quand on est passé à la Deuxième République, on a affaibli les compétences du président. Pour certains, c'était une conséquence d'un diagnostic de guerre, en fin de compte, à la fin des années 80. Et on a dû éparpiller ces compétences en 3 présidents. Certains journalistes et analystes ont parlé de Troïka, donc c'est le establishment de 3 présidents. Bien évidemment, la Troïka a consacré conflit d'intérêts, détournement de fonds et clientélisme, parce qu'au lieu de renforcer la gouvernance, au service de l'homme et du citoyen, on a accédé à ce qu'on appelle en arabe al-muhassasa, le répartitionnisme, parce qu'on a créé une confrontation entre présidents sans pour autant mettre l'accent sur la qualité de gouvernance. C'est exactement cela qui a créé ce qu'on vient de voir aujourd'hui en tant que Libanais, une décadence, une dégradation à tous les niveaux, monétaires, économiques, etc. Je propose la décentralisation car au niveau de la mécanique physique des pouvoirs, je disais avant que avec un président monarque ou un régime présidentiel, la centralité de pouvoir était possible. Sauf qu'avec une troïka, on ne pouvait plus garder la centralisation. Et c'est exactement la centralisation qui a consacré le pouvoir de ces 3 présidents ou le pouvoir des 7 personnes ou personnages politiques influents pour qu'on arrive là où on est aujourd'hui. Je prône, pour finir, la décentralisation pour équilibrer au niveau de la mécanique des pouvoirs cette troïka. Révérend Père, dans une société qui se donne une loi laïque, y a-t-il une place pour le religieux ? Écoute, tout dépend de ce que l'on entend par laïque, parce que le mot laïque aussi, c'est un concept très compliqué. Est-ce qu'il s'agit de la laïcité à la française,
Est-ce qu'il s'agit de la laïcité, je dirais, à l'américaine? De quelle laïcité parle-t-on? Pour être bref, je dirais, je définis la laïcité comme une neutralité par rapport à la religion et comme une situation de paix avec la religion, parce que certains aspects de la laïcité, même si c'est pas dit, même si c'est pas écrit, l'agenda profond est vraiment anti-religieuse et dans certains pays de l'Europe anti-chrétienne. Alors c'est pour cela il faut, en utilisant ce concept, le problème, on est en train de parler en français. Je ne suis pas sûr que le public libanais, quand il entend le mot Almaniyé, il comprend la même chose. C'est pour cela, les mots, à mon avis, ont leur poids. Mais supposons que la laïcité, c'est la neutralité positive à l'égard des religions ou du phénomène religieux ou des communautés religieuses. Est-ce que la religion a sa place dans un système idéal de laïcité? Je dirais bien sûr, mais cela aussi en lien avec ce que je viens de dire au début. Pour que la religion puisse jouer un rôle véritable sur le plan politique, sur le plan social, sur le plan moral, il y a une crédibilité qui est exigée. La religion ne peut pas jouer un rôle si la crédibilité de celui qui a la parole ou l'autorité religieuse, si son autorité est remise en question. C'est pour cela, ce rôle n'est pas automatique. On ne peut pas dire que la religion, l'Église par exemple, aura son rôle dans un système laïque. Oui et non. Tout dépend de la qualité de cette institution religieuse qui se trouve dans un contexte déterminé. J'espère, si jamais on pense sérieusement à la laïcité au Liban, moi personnellement, je crois qu'on a encore un long chemin à faire, parce que dans le langage politique libanais, le mot laïcité est un mot piégé. Il est proposé par des gens qui sont profondément non laïques, avec un agenda terrible, mais on l'utilise pour manipuler un peu le grand public libanais. Je ne suis pas d'accord du tout avec cette question. Je ne veux pas revenir sur tout le langage de Taïf concernant Allah Taïfi. C'est quoi ce concept en arabe? C'est pas Allah Taïfi. Et je ne veux pas revenir là-dessus parce que ça nous emmènerait trop loin. Je n'y crois pas. Je suis pour, mais c'est une question de temps. On ne peut pas changer la mentalité d'un peuple par un texte. Et là, peut-être, c'est le débat entre nous. C'est pas en écrivant et en réfléchissant d'une manière philosophique à un système politique que le pays va changer. Le pays changera dans l'action, et l'action prend du temps, et le temps est le vrai filtre et le vrai paramètre du changement, et pourquoi pas de la révolution. Alors oui, le religieux a sa place dans un système laïque, mais c'est aux religieux de prouver sa compétence, surtout morale, et si vous voulez, sa crédibilité en la matière. Maître Ziad Baroud, le centralisme a-t-il pour fonction de promouvoir l'égalité? La centralité républicaine est-elle d'ordre social en opposition aux féodalités locales? Écoutez, d'abord, je souhaiterais rebondir sur la question de laïcité. Oui. Je souhaiterais rebondir sur la question de laïcité. J'aime beaucoup la définition du père recteur. Il a voulu introduire la notion de neutralité positive, qui par ailleurs est aussi problématique que la notion de laïcité au Liban. Mais j'aime beaucoup cette façon de voir les choses. La neutralité dans le sens où la laïcité n'est pas perçue comme étant un nouveau système de gouvernement, pas du tout. C'est une position morale en politique. Mais je suis tout à fait d'accord à dire que c'est un concept qui a souvent été utilisé ou exploité dans un sens autre que celui de la laïcité réelle. Mais c'est un faux problème pour le moment. Le problème actuel est celui d'un système. Notre système est dysfonctionnel. Il ne fonctionne plus. Toutes nos institutions ne fonctionnent plus. Donc oui, on peut disserter longuement sur des notions, des concepts très abstraits, mais en réalité, le problème est là. Le problème est au niveau je disais tout à l'heure, la gestion du pluralisme, mais c'est le système qui gère très mal notre diversité, notre pluralisme. Et quand je dis diversité et pluralisme, je n'entends pas uniquement
la diversité confessionnelle, c'est aussi la diversité politique. Nous avons des minorités politiques, c'est la pensée, c'est tout ça à la fois. Donc on nous oblige à ne penser que confessionnel et sectaire, alors que la diversité est très large, elle est beaucoup plus large que ça. Bon, pour revenir à votre question sur le centralisme, décentralisation, c'est pas que la négation du centralisme. On sait bien, même dans les pays les plus unitaires du monde, ils ont un système décentralisé. À un moment, il fut un moment où le Liban a adopté un système de déconcentration. L'État central, ne pouvant être présent partout, a donné cette tâche à ses fonctionnaires dans les régions. Mais c'est très loin de la décentralisation. Et je sais, et vous le savez, certains politiciens qui sont censés être des législateurs ne font pas la distinction entre décentralisation et déconcentration. Certains vous diront, oui, allez vers la décentralisation parce que le casier judiciaire, c'est plus simple de l'avoir à côté de la maison. Mais c'est pas ça. La décentralisation, c'est des élus locaux. Donc c'est des entités élues avec de très larges prérogatives et des moyens, des revenus financiers suffisants, comme d'ailleurs Hekmat l'a bien dit, et il a bien fait la distinction dans son livre. C'est ça la décentralisation. Le centralisme, bon, je veux bien qu'il y ait un pouvoir central fort, parce qu'une décentralisation dans un pays où l'État central est faible pourrait causer beaucoup de problèmes. Donc il faut aller vers la décentralisation, mais dans le cadre d'un État central fort. Un État central fort qui accepte aussi que les entités locales, les collectivités territoriales aient suffisamment de marge de manœuvre, à la fois en termes de compétences et de prérogatives, mais aussi en termes de revenus. Et c'est la raison pour laquelle le centralisme a toujours fonctionné en termes de maintien de cet élément financier, en faisant de sorte que, en réalité, les régions soient incapables de s'autogérer, faute de moyens. Si vous lisez la loi municipale de 1977, elle est libérale. Dans cette loi, les municipalités et les unions de municipalités ont des prérogatives on ne peut plus larges. Mais en réalité, dans la pratique, ces municipalités sont incapables de vraiment donner ou de vraiment exercer ces compétences, faute de moyens. Donc, in fine, le centralisme, c'est une manière, comme le dit le doyen Oriou, la décentralisation, c'est une manière de gouverner. C'est une manière de gérer un pays. Et donc là, quand nous parlons décentralisation, fédéralisme aussi, monsieur le recteur, oui, pourquoi pas. Moi, qui ai élaboré ou contribué à l'élaboration du projet de loi, et Hekmat qui a écrit un livre en adoptant la décentralisation, je peux dire pour lui aussi que nous ne sommes pas contre la réflexion au niveau du fédéralisme. Parce que dans ce pays, le plus simple, le plus facile serait de dire « Ah, fédéralisme, c'est partition ». Mais pas du tout. Le fédéralisme, comme la décentralisation, constitue des formes de gouvernement dans un État unitaire. Donc, c'est pas de la partition. Et puis, finalement, on peut bien réfléchir à la meilleure façon de gérer le pays, de gouverner un pays qui devient ingouvernable. Donc pour moi, c'est le système dysfonctionnel qu'il faut regarder et non pas les détails. Oui, il ne s'agit pas de faire des textes uniquement, il faut changer la culture, mais les textes aideraient beaucoup. Les textes de Fouad Chehab dans les années fin années 50, donc les décrets-lois de 59, ils ont quand même contribué à changer une mentalité, une façon de faire. L'administration avant 59 n'est pas la même après. Bon, malheureusement, la guerre nous a mené à des incongruités énormes, mais les textes doivent contribuer à faire de sorte que le centralisme ne soit pas aussi violent, aussi agressif, je dirais même aussi incompétent qu'il ne l'est actuellement.
Hekmat Abou Zeid, comment pourrait-on instaurer la laïcité dans un pays historiquement confessionnel, puisque la décentralisation dissocie l'identité confessionnelle de la citoyenneté? C'est à mon tour de rebondir un peu sur le concept de laïcité, de laïcisme. Ça me rappelle un peu les études en droit que j'ai eues. Je pense que l'État, selon la Constitution, va vers le laïcisme, at-tawa'ifiyya. Le laïcisme, صحح لي زياد, هو تكريس الطوائف. Donc c'est lorsque l'État se positionne à équidistance par rapport à la religion et à toutes les croyances. Et cela se fait clairement voir dans la Constitution, par opposition à la laïcité qui est plutôt un concept français pur importé de la France. Mais je ne vais pas m'attarder là-dessus. Pour revenir à votre question, Randa, la confession sans citoyenneté fait de l'être un sujet identitaire et non pas un citoyen. C'est tout le but de ce livre. Et ce livre vient non seulement défendre la décentralisation en tant que mode de gouvernance, mais il vient aussi établir la corrélation entre l'économique et social d'un côté et la citoyenneté. Le problème avec la centralité de pouvoir, la troïka et le confessionnalisme a fait qu'il y a eu un suivisme aveugle au niveau de la politique qui a créé le clientélisme. Donc aujourd'hui, le sujet identitaire ou confessionnel va aller trouver refuge chez le zaïm parce qu'il n'a pas aucune confiance avec l'État. Il n'a aucune relation avec l'État. La relation est complètement absente parce qu'il est sujet, il n'est pas citoyen. À travers la décentralisation, il me semble, en tout cas, j'ai essayé de l'exprimer dans 300 pages, c'est un mode qui va en fait libérer ces sujets de ce rapport de clientélisme confessionnel pour les pousser à un espace commun que j'appelle la citoyenneté. Pourquoi? Et là, on revient à l'applicabilité de la laïcité aujourd'hui avec l'environnement et l'ambiance dans laquelle on vit. Et il faut, pour que ce débat ne rencontre pas des barrières, il faut que les Libanais sortent de cette prison identitaire / clientéliste et commencent à penser comme étant des citoyens. Comment je vais les pousser à des citoyens? C'est à travers l'accès facile aux services publics, c'est à travers les conditions qui vont leur permettre de vivre une vie digne dans leurs besoins les plus instinctifs, la nature, l'environnement, l'électricité, l'eau, et ce sont ces conditions-là qui vont faire que les Libanais vont être libres de cette prison confessionnelle. Je ne le dis pas par négationnisme, comme si on voulait nous libérer, parce que la religion, la morale, l'identité n'est pas une prison, mais elle le devient lorsqu'elle bafoue l'espace public. Donc c'est en ce sens que la laïcité est un processus, je suis d'accord, très long, qui doit prendre beaucoup de temps et qui doit passer par une révolution en blanc au niveau du mode de gouvernance pour pousser ce sujet libanais à devenir citoyen. Justement, venons-en à 2019. L'échéance historique d'une révolution à l'échelle nationale aboutit à l'émergence de plusieurs forces de changement. Quels sont vos espoirs à cet égard? Et donc j'adresse cette question à vous trois. Est-ce que tu veux bien répéter la question? Donc, on parle de 2019, on revient à 2019. L'échéance historique d'une révolution à l'échelle nationale aboutit à l'émergence de plusieurs forces de changement. Quels sont vos espoirs à cet égard? Je peux dire que je suis de nature très optimiste, mais en même temps, je suis très réaliste, parfois trop réaliste. Est-ce que j'ai de l'espoir en les forces du changement ou des changements dans le pays? Bien sûr. Il s'agit actuellement de faire une sorte de discernement, lesquels
comment et dans quelles conditions. Je pense dire à un Libanais ordinaire comme moi qu'on a besoin de changement, qu'on a besoin de force positive de changement, que le pays, comme Maître Baroud a dit, c'est-à-dire c'est un constat qui crève les yeux, le système politique a plafonné, rien ne marche. Je pense que c'est des évidences. Ça fait partie du diagnostic peut-être que monsieur dit Abou Zeid a fait. Mais la difficulté aujourd'hui, c'est de savoir lesquels, comment et dans quelles conditions. Moi, je crois, je parle de mon point de vue, moi, je crois beaucoup aux forces de changement qui sont issues de l'éducation. Je m'intéresse actuellement à l'histoire de l'éducation au Liban. J'espère qu'on aura une soirée sur un livre qui va sortir sur l'histoire de l'éducation au Liban. Je trouve que la vraie révolution au Liban, ou le changement réel qui a eu lieu au Liban, à partir notamment de 1584, a eu lieu à travers l'éducation. Mais c'est un processus qui a été très long. Et aujourd'hui, la question qui se pose depuis pratiquement le 17 octobre, parce que derrière ta question, il y a un peu ça. Est-ce que ça suffit ? Est-ce que ça a abouti au changement qu'on espérait? Est-ce que ça a de l'avenir? Est-ce que ça s'est terminé? Est-ce que c'était vrai? Est-ce que c'était manipulé? Est-ce que c'était sage? Toutes ces questions, pour moi, pour le moment, sont des questions ouvertes. Et je pense qu'on est en plein dedans, et ça serait un peu prématuré d'émettre un jugement final sur ça. Mais je pense qu'il faut qu'il y ait dans le cœur de chaque Libanais, comme moi, qui souffre. Moi, je me place dans la situation d'une personne qui souffre du dysfonctionnement de mon pays, du dysfonctionnement de ma société, de l'immoralité de la politique. On souffre, on en souffre. On ne peut pas dire à une personne ordinaire comme moi qui souffre de cette situation de ne pas espérer en le changement et en les forces de changement. Ça serait à la limite un crime. Il faut, et moi je me situe là comme quelqu'un qui vit avec les jeunes, il faut donner cet espoir aux jeunes du changement réel. Il faut insuffler cet esprit de changement. Mais je répète, c'est un devoir qui demande beaucoup de discernement et de sagesse. Parce que si on pousse au changement d'une manière trop rapide, ça risque de casser tout le système et tout le bateau sombre. Vous voyez, c'est là où peut-être le débat est. Et je pense que les Libanais, aujourd'hui, ne sont pas tout à fait d'accord sur la question. Et pourquoi pas? Débattons cette question. Et vous, Maître Baroud, qu'en pensez-vous? Écoutez, moi je pense, je pense que il y a un changement de mentalité déjà. Les reproches, 13 députés du changement, ça c'est quantitatif. Moi je parle d'une qualité de changement, d'une mentalité qui, surtout chez les jeunes, mais aussi chez les moins jeunes, a commencé à faire du chemin. Donc je suis très optimiste quant à l'avenir. Et je me dis, il y a quelque chose qui a changé et ça va changer davantage. Ça ne va pas s'arrêter là. Bon, côté résultat quantitatif, je vous dis oui, je dis pas que c'est décevant, c'est pas assez, mais pour cause. C'est pas assez parce que, encore une fois, c'est le système. Pourquoi? Parce que c'est encore une fois la loi électorale, la même loi électorale. Donc ce sont des éléments de fait qui gouvernent en réalité les résultats que nous souhaiterions voir concrétisés. Donc je trouve que c'est prématuré d'en juger, de dire que voilà, le changement c'est autour du 15 mai 2022 et ça s'arrête là. Non, c'est un changement de mentalité, c'est un changement aussi au niveau culturel. Et ça va donner des résultats, mais il faut être patient. Et il faut surtout travailler la loi électorale. Nous sommes toujours dans le cadre d'une loi électorale qui a été tailor-made, qui a été, comme on dit chez les Américains, gerrymandered, de manière à ce que les résultats soient presque connus d'avance.
au point que je me dis parfois, nous n'avons pas de vraies élections, nous avons des élections partielles. Sur 128 sièges, peut-être que 28 à 35 sièges sont avec des points d'interrogation. Le reste, on connaît déjà à l'avance comment ça va tourner, parce que la loi est ce qu'elle est. Même si c'est la proportionnelle qui est meilleure que le système majoritaire simple, mais c'est quand même une faille du système que de laisser d'abord le système électoral, mais aussi les dépenses électorales. Bon, tout ça, ce sont des éléments qui ont de l'importance au niveau des résultats. Donc il ne faut pas vraiment aller dans le sens de voir quantitativement le nombre de sièges que le changement aurait pu donner ou aurait pu donner. Ce n'est pas réel. Ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas vrai. Mais en même temps, il y a des forces politiques qui ont maintenu aussi leur position. Il faut se mettre à l'évidence. Il faut respecter aussi le résultat, quand bien même la loi est ce qu'elle est. Mais il faut respecter que c'est comme ça que les électeurs ont choisi dans le cadre de cette loi. Donc je trouve que les années à venir sont porteuses à la fois d'espoir, mais aussi de défis. Les défis sont les nôtres, les défis d'une alternative, le défi de proposer autre chose que ce que nous avons. Mais cela incombe aux forces de changement et non aux députés du changement seuls. Les forces vives, actives du pays, c'est à elles de prendre la relève. Et je trouve que dans les écoles, dans les universités, ce sont des espaces de réflexion libre. Et c'est dans ces espaces de réflexion libre qu'il faut travailler le changement, un changement du système, un changement structurel du système qui ne fonctionne plus. Voilà comment on peut réfléchir longuement, et nous avons suffisamment de penseurs, suffisamment de personnes qui ont écrit sur la matière, mais c'est pas que ça. Il faut un mouvement populaire aussi qui accompagne tout ce qui a été dit à ce niveau. Hekmat Abouzed, quel est votre sentiment sur le sujet ? Je ne sais pas par où commencer, il y a beaucoup de matière. J'ai envie de commencer par une citation de Bouddha, d'ailleurs, qui disait qu'il n'y a rien de constant si ce n'est le changement. Donc le changement est la condition ultime de l'univers, du monde, de tout le monde. Donc je pense que la révolution est venue très en retard. Moi qui est quand même, entre guillemets, révolutionnaire, dans le sens du changement constructif, bien évidemment, je rêvais de cette révolution un peu plus tôt. Bon, elle avait commencé d'une manière embryonnaire en 2015, mais il fallait attendre 2019. Une révolution, c'est 3 étapes, en fait. C'est une matière. C'est tout d'abord un diagnostic du problème, c'est une proposition, et c'est un mouvement populaire pour porter cette proposition et la traduire dans la sphère politique. Aujourd'hui, on n'en est pas là. On n'a pas le droit de parler de révolution parce qu'on n'a rien changé. La révolution, c'est lorsqu'on change. La révolution a commencé par un mouvement populaire, certes, mais il manquait de matière. Ce qu'on essaie de faire aujourd'hui dans ce débat, dans ce modeste essai, et il y en a d'autres, c'est d'organiser la matière. C'est de proposer déjà un diagnostic pour conduire les Libanais vers une solution. Comme on l'a bien dit dans le film, moi j'ai proposé 3-4 vecteurs. Un de ces vecteurs-là de solution, c'est la décentralisation, mais c'est pas le seul. Maintenant, pour revenir au sens psychologique de cette révolution, son importance réside dans plusieurs facteurs. Le premier, c'est l'ébranlement de la peur, parce qu'on est venu contester l'incontestable. On était en train de faire face à, des politiciens. Mais bon, il y a des gens qui rentrent, il y a des gens qui sortent, il y a des gens qui sont moins responsables que d'autres. Il ne faut pas aussi généraliser parce que c'est injuste. On est venu contester, le peuple est venu contester les intouchables. Ça, c'était psychologiquement une première. Deuxièmement, l'importance de cet événement, c'est qu'il était social. Il dépassait les confessions et les identités. Donc ça m'a fait penser un peu à la citoyenneté. Sehat, c'est devenu un espace commun, là où tous les gens victimes
ou des banques, ou des accidents de voiture, ou de la dégradation gestionnaire de l'État, se sont rassemblés pour dire « je m'en fous qui tu es, je m'en fous d'où tu viens, je m'en fous quel Dieu tu adores ». On est alignés ensemble, on n'est pas bien, il y a un problème. Donc ce mouvement paracommunautaire est une première également. Il faut le dire. Je suis ravi de voir le passage de 13 députés au Parlement. Maintenant, est-ce que c'est la bonne loi ou pas? Ça, c'est une longue discussion. Sauf que moi, je trouve qu'il n'y a pas d'harmonie entre ces 13, malheureusement. Il n'y a pas eu un travail de diagnostic. Peut-être il y en a eu plusieurs, mais qui n'ont pas trouvé un socle commun. Donc, au niveau de la communication, c'était assez médiocre, ce qui a effectivement porté atteinte à l'efficacité, malheureusement. Je fais appel à tous les jeunes et à tous les Libanais, les prochaines élections, de changer de vote. Peut-être pas à des révolutionnaires, mais à des idées révolutionnaires, à de nouvelles figures. Il faut changer le Parlement. Aujourd'hui, on ne peut pas changer d'un coup tout le système. Si le jeu est parlementaire, il faut avoir plus de parlementaires indépendants qui viennent déposer à table une nouvelle matière intellectuelle. Voilà. La troisième partie. Linda, excuse-moi, je voudrais rebondir sur une question concernant la loi électorale. J'aimerais bien associer une chose à cette réflexion, parce qu'on a parlé de la loi électorale comme une porte vers le changement. Ça va de soi. Mais il y a aussi quelque chose, à mon avis, à mon sens, qui est très important dans une évolution positive du pays. C'est toute la question de la magistrature et de l'indépendance de la magistrature. C'est une question tout à fait d'actualité. C'est un sujet, je sais, très compliqué, je ne suis pas hyper compétent pour en parler, mais je peux vous dire que le Liban, sans magistrature comme il faut, rien ne va fonctionner. Ni loi électorale, ni système administratif, ni gouvernement, ni président. La magistrature. Et l'indépendance de la magistrature est un sujet qui mérite une soirée. Je ne suis pas en train de prôner une magistrature fermée sur elle-même, parce qu'un conseil supérieur de magistrature dans les pays civilisés n'est pas seulement constitué de magistrats. Et là, c'est un sujet très important pour nous que j'associe à ce que Maître Baroud vient de dire. Merci. Oui, je m'associe volontiers à ce que vous venez de dire. C'est une pierre angulaire. C'est la pierre angulaire. Et nos mots, MAUX, ça provient principalement de ce fait. Et je crois que à partir du moment où nos juges qui sont indépendants, et ils sont nombreux, à partir du moment où ces juges se sentiront protégés dans un système qui leur permet d'être indépendants, c'est à partir de ce moment que nous pourrons respirer. La loi électorale, l'un des problèmes de la loi électorale, c'est aussi la magistrature. L'un des problèmes de la loi électorale même. L'un des problèmes de notre quotidien. Mais c'est aussi les garanties du citoyen. La plus grande garantie du citoyen, c'est une magistrature indépendante. Je suis tout à fait d'accord. Si je peux ajouter un petit détail, c'est au moment où la nomination des juges par le pouvoir politique, dès lors qu'on cesse cette nomination, on va accéder à cette indépendance. D'ici là, il y a eu une anecdote en France. Mitterrand avait combattu pour la nomination d'un juge. Ils se trouvent l'un face à l'autre indirectement et le juge lui dit « Donnez-moi, Monsieur le Président, le droit à l'ingratitude ». Donc, quand un politicien Ça, c'est Robert Badinter, le président du Conseil constitutionnel. Exactement. Lors de son discours d'investiture, c'est magnifiquement dit. Monsieur le Président, j'ai envers vous une obligation d'ingratitude. D'ingratitude, parce que je suis juge, donc je dois juger. Mais puisqu'on ne peut pas reposer sur cette moralité-là, il faut couper court avec ce processus de nomination des juges par le Conseil des ministres. Comment
C'est au législateur. Non, mais il y a un projet de loi, une proposition de loi au Parlement qui a été préparée pendant de très longues années, entre autres par Legal Agenda, et qui mérite d'être revisité. Et bon, je trouve que c'est un faux problème que de penser que l'indépendance de la magistrature n'est que chez les juges. C'est une affaire nationale. C'est une affaire nationale et nous sommes tous appelés à mettre de la pression pour que cette loi soit votée. La troisième partie de l'ouvrage livre une description de l'administration publique pour aboutir au dernier volet basé sur la théorie subjectiviste française, où la multitude ethnique devient le fondement social en référence au contrat social de Rousseau. Il faut défendre la décentralisation qui organise un État unitaire. Or, l'enclave confessionnelle actuelle du droit personnel fait que chaque communauté applique son propre code en matière de mariage, de divorce, d'héritage. Cela est-il compatible avec l'espace public de citoyenneté Hekmat Abou Zeid et comment faire accepter ce choix? C'est une longue question et qui contient beaucoup de volets. Faisons clair. Bon, déjà, on a l'État central, qui est en fait le gouvernement et toutes les institutions qui émanent du gouvernement. Il y a le droit commun, qui est en fait l'ensemble des codes qui organisent nos vies, dont le plus important, le code des obligations et des contrats, en fait, que nous avons, il me semble, copié certains de l'expérience marocaine et française, si je ne me trompe pas, Ziad, à l'époque. Il y a les statuts personnels qui sont spécifiques à chaque communauté, comment on se marie, comment on divorce, l'héritage et tout ça. Et il y a l'échelon décentralisé qui est purement administratif. Il n'y a aucune contradiction entre la création de cet échelon administratif dont parle Ziad dans le projet de loi issu de la commission qu'il présidait, qu'on appelle Majalis Aqdiye. Donc ce sont des organismes administratifs nouveaux qui sont censés raccourcir la distance entre le citoyen et les gouvernants, donc les gouvernés et les gouvernants. Ça ne pose aucune contradiction avec le statut personnel qui reste un défi aujourd'hui, je le dis clairement. Aujourd'hui, c'est une enclave, c'est une entrave à l'espace commun de citoyenneté. Mais aujourd'hui, il faut aussi savoir atténuer cette révolution. Il faut savoir choisir ses batailles. Aujourd'hui, on est un pays qui est issu d'histoires d'identité 18 et 19. On ne peut pas venir les rayer et les effacer comme ça. Il faut aussi... Le Liban est un pays qui reste un pays sui generis, qui a sa spécificité et qui est beau, même avec sa confessionnalisation. Il faut savoir l'accentuer, l'encadrer d'une façon ou d'une autre. Donc, oui à l'évolution des statuts personnels pour accéder à un espace commun, mais non, la décentralisation n'est en aucun cas une contradiction à cela. Le progrès social, dans le sillon de la décentralisation, réduirait-il les tensions confessionnelles, révérend père? Écoute, peut-être, et espérons-le. Si la décentralisation est une décentralisation qui établit plus la justice, plus elle est juste et équitable entre les citoyens, je pense, plus elle va réussir à réduire les tensions. Mais ce que je dis là, c'est une simple idée. Il faut faire l'expérience de cette décentralisation et voir. Au moins, on l'espère. Et je pense que derrière cette recherche de changement institutionnel au Liban, quand même, il y a une recherche de plus de justice. Et vous savez, toute la question de la décentralisation actuelle, elle est proposée dans certains milieux. Et j'ose dire que dans les milieux chrétiens, parce qu'il y a une impression que ce sont les chrétiens qui font tourner l'État, ce sont les chrétiens qui payent l'électricité, ce sont les chrétiens qui payent les taxes,
Je dis c'est une impression. Je n'ai pas des données et des chiffres précis, mais c'est l'impression au moins que les chrétiens ont. Ils parlent de la décentralisation et peut-être de la fédéralité du Liban parce qu'il y a une frustration derrière. Comme si le pays était à deux vitesses, comme si dans le pays, on n'est pas un même peuple. Alors, ça se pose. Il y a un journaliste, j'aime bien, qui parle des peuples libanais. Je ne suis pas loin de penser la même chose, mais c'est une chose réelle. Est-ce que la décentralisation va nous aider à être plus libanais, plus équitable et juste entre nous, et peut-être, dans ce cas, elle va réduire les tensions confessionnelles. C'est de l'ordre de l'espoir et peut-être de l'espérance. Souhaitons-le et espérons-le. Peut-être. Je peux juste un petit commentaire sur le peuple, les peuples. Ça m'a toujours intrigué, intéressé. Donc il y a deux théories formatrices de nations. Ziad, tu peux me corriger, Moi, Père je suis aussi. incapable de corriger. Non, mais toujours. Donc il y a la théorie allemande, donc qui dit que ce qui fait une nation, c'est plutôt des éléments objectifs comme la religion, la race, etc. Et il y a la théorie subjectiviste qui est beaucoup plus romantique et applicable d'ailleurs, française, qui dit que effectivement une nation, c'est des différences qui vont venir à table et dire on va vivre en commun ensemble. Donc aujourd'hui, il me semble qu'il y a un peuple libanais et il mûrit à travers l'histoire, mais il est composé d'identités. Donc j'aimerais bien effectivement faire la différence entre l'identité, donc qui est un terme que je reprends beaucoup dans sur les pages de mon livre, et le peuple. Aujourd'hui, un petit exemple, qu'on soit sunnite, chiite, chrétien, on adore l'Arak tous, enfin sauf pour ceux qui le cachent. On a une dabke tous, donc la dabke c'est quand même une danse folklorique qui est un trait d'un peuple, on est d'accord. Donc voilà, j'ai voulu juste parce que c'est un commentaire qui me fait rêver et qui me convainc que c'est possible d'avoir un peuple libanais à un certain moment. Au collège Notre-Dame de Jamhour, on fait une conférence sur la politique libanaise en français. Il faut être bien conscient de cette petite contradiction locale. Exact. Quand vous dites qu'on aime l'arabe, oui, mais on est en train de parler dans une langue qui n'est pas la langue du pays. Oui. Et il y a des médias libanais qui sont en train de nous filmer et je me demande ce que les gens vont comprendre de tout ce qu'on est en train de raconter ce soir. Mais c'est pas grave. C'est que le livre a été écrit en français. Oui, je sais. Voilà. C'est de justifier un peu. Mais traduit à l'arabe, hein, il faut le dire. La décentralisation effrite le pouvoir de l'oligarchie politique, maître Ziad Baroud, en lui volant son levier confessionnel. Donner une compétence à la vie participative locale en lui permettant de collecter les taxes et de dépenser avec un contrôle a posteriori, est-ce que c'est la solution selon vous ? La solution, je ne pense pas. L'une des solutions, oui. Donc il ne faut pas vraiment aller dans le sens jusqu'à dire que la décentralisation va trouver des solutions à tous les maux libanais ou du Liban. La décentralisation est une technique. Formellement, c'est une technique, mais en réalité, elle porte des messages politiques très profonds dans le bon sens du terme. C'est positif. Pourquoi ? Parce que l'unité du Liban, l'indivisibilité du territoire, toutes ces notions auxquelles s'attachent certains politiques, en réalité, une décentralisation bien faite pourrait aider à l'unité du Liban et non le contraire. Parce qu'une grande partie des Libanais, comme M. le recteur vient de le dire, ont des... je dirais pas... ont des questions, au moins. Ont des questions à propos de telle ou telle chose de gouvernance et il faut répondre à ces questions. Or, depuis bien des années, aucune réponse. On fait la politique de l'autruche, on ne veut pas faire face à des questions très profondes
dans le sens du vivre en commun, ou du principe même de l'unité de ce pays. Nous sommes tous attachés au Liban, chacun à sa façon, mais encore faut-il traduire cet attachement en termes de mécanismes qui offrent suffisamment de garanties à tout le monde. Donc, la décentralisation sous cet angle se propose comme une alternative de gouvernance, mais pas la seule, à laquelle il faut ajouter la magistrature, il faut ajouter la loi électorale, il faut ajouter un bon fonctionnement du système financier, économique, bancaire, tout ça. Donc c'est un tout. La décentralisation se positionne comme étant l'une des solutions et pas la seule. Bon, mais la décentralisation, pas n'importe laquelle. Si nous allons vers une décentralisation dépourvue de moyens financiers, baléha, pas la peine. Pas la peine. Parce qu'une décentralisation comme celle qui existe aujourd'hui dans les municipalités, nous avons un président de municipalité parmi nous et des membres de conseils municipaux, ils savent pertinemment que les larges prérogatives qu'ils ont déjà en termes au niveau municipal ne peuvent pas être exercées à moins d'avoir les moyens financiers suffisants. C'est la raison pour laquelle, dans le projet de loi que nous avons préparé, nous avons tenu à ce que la décentralisation dite financière, et là, je regrette que dans les mois précédents, le seul vocable ou le seul adjectif lié à la décentralisation en disant qu'elle est financière a fait un tollé chez certains et a abouti à des réactions que je n'ai vraiment pas compris. Parce que les municipalités qui aujourd'hui constituent la seule forme de décentralisation sont bien dans le cadre d'une décentralisation financière. Ils ont leur budget, ils ont leur revenu direct. Je ne vois pas pourquoi il y a eu ce tollé par rapport à la décentralisation financière. Surtout que sans l'aspect financier, la décentralisation ne vaut rien. Donc, limitons un peu les élans de ceux qui pensent que la décentralisation risque d'aboutir à une partition. Ce n'est pas vrai. Tous ceux qui réclament aujourd'hui le fédéralisme, à mon avis, bien que légitime, c'est un mécanisme réactionnaire. Et ils sont là à proposer le fédéralisme parce que pour eux, ça ne marche plus. Le système ne fonctionne plus. Et à partir de là, ils cherchent d'autres alternatives. À mon avis, si la décentralisation n'est pas menacée de revenus moindres, si la décentralisation est bien dans la forme d'entités locales élues, avec de larges prérogatives et une autonomie financière, avec aussi un pouvoir de contrôle, mais a posteriori. Le problème du contrôle au niveau municipal est celui du contrôle qui précède toute prise de décision. Alors que ce n'est pas la philosophie de la loi. La philosophie de la loi, c'est exécutoire d'office. L'exception, c'est le contrôle. Donc, je ne suis pas de ceux qui pensent qu'il ne faut pas qu'il y ait un contrôle. Après tout, ce sont des deniers publics, mais un contrôle a posteriori, et de préférence un contrôle judiciaire plutôt qu'administratif. Parce que c'est là la garantie, et je reviens justement à l'idée de la magistrature. Donc un contrôle a posteriori et judiciaire. Rien que dans les chiffres, et rapidement, au Liban, les dépenses locales par rapport aux dépenses publiques centrales, c'est entre 5 et 7%. 5 à 7%. La moyenne générale, la moyenne plutôt à travers le monde, est de 27%. On est à entre 5 et 7. La moyenne mondiale est à 27%. En France, c'est 22%. Au Danemark, c'est 62%. Donc, avec des marges vraiment très, très variées, très différentes. Mais il faut passer de 5% à 20% au moins. Et c'est ce que nous proposons dans le projet. Donc, c'est un projet qui ne se suffit pas à énoncer des idées, des idéaux peut-être, mais c'est un projet qui va dans les détails en disant que voilà, si nous suivons ce chemin, nous aboutirons très bientôt à 20% de dépenses locales par rapport aux dépenses générales nationales. Nous savons que toutes les angoisses
pour ainsi les désigner, les angoisses de ceux qui payent leurs impôts et qui se retrouvent avec des services moindres, tout cela trouvera une solution dans des mécanismes vraiment très simples. La caisse municipale autonome, mais c'est une catastrophe, c'est un fiasco. Le remplacer par des mécanismes où les élus pourraient vraiment eux-mêmes choisir ce qu'ils veulent faire, les projets qu'ils veulent mettre en place. Donc, la décentralisation, c'est une bonne gestion de la diversité, mais dans l'unité du pays toujours. S'il y a à retenir une idée force de la décentralisation, c'est ça. C'est élus locaux, autonomie, mais en même temps dans un pays uni. La décentralisation apparaît comme un combat révolutionnaire. Vous êtes un activiste de la première heure, Hekmat Abou Zeid. Votre ingérence contre l'occupation syrienne vous a valu 3 jours de détention dans la prison du palais Nour à Hassan el-Fil en 1999. Aujourd'hui, votre engagement d'essayiste signe-t-il une nouvelle forme de résistance ? Mon père a souri parce que c'est lui qui m'a fait sortir de prison à l'époque. La vie est un combat, mais c'est aussi, il ne faut pas se tromper, sérénité, paix et joie. Hein. Je ne fais pas du tout le combattant. Oui, fier de l'avoir été quand j'étais jeune, étudiant en droit, contre 2 occupations, israélienne et syrienne. Et à l'époque, au Liban, il fallait choisir. Bon, je n'étais pas du tout apte à choisir et je considérais que les 2 étaient des occupants. Nous étions une révolution culturelle, donc on était plutôt pour la révolution du mot face à la violence, de la paix face à la barbarie. Et on manifestait avant même l'assassinat de Hariri. On était une centaine ou 200, 300 personnes. Un homme d'État est mort et on est devenu 1 million. Donc c'est comme ça que les révolutions se font. Aujourd'hui, étant père de 3 enfants, bien évidemment, la méthode change, le risque change de notion. Écrire est un acte de résistance. Et j'ai écrit parce que c'est une redevance à ma nation, c'est une obligation, c'est un devoir à l'égard de mes enfants, à l'égard de tous les enfants et surtout à l'égard de toutes ces familles qui souffrent et qui sont victimes de ce déclin sans précédent. On vit une crise historique incomparable. Depuis les années 1870, il n'y a jamais eu une crise aussi aiguë et intense dans l'histoire de l'humanité. Donc voilà, je suis toujours résistant, c'est la méthode qui change, voilà, pour être très, très sommaire.